Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Nous voilà déjà arrivés au mois d'avril 2021. Nous sommes donc à la saison printanière, une belle saison pour pouvoir observer les astres du système solaire. Nous allons donc voir au programme de ces nouveaux éphémérides, eh bien, notamment l'occultation de l'étoile Nunki par la Lune, mais aussi un rapprochement plan- entre la planète Mars et l'amas M35. Alors, bien sûr, nous commenterons l'activité solaire du mois dernier, donc du mois de mars, et nous vous informerons de la visibilité de chaque planète du système solaire et bien sûr de la Lune. Alors, tout d'abord, c'est toujours un plaisir d'accueillir Mathieu et Pascal, nos deux astronomes amateurs dans le 49, donc nous leur souhaitons la bienvenue. Et pour commencer, eh bien, nous allons tout de suite partir en direction de l'étoile Nunki, qui donc va être occultée par la Lune le 4 avril. Alors Mathieu, comment cette occultation va se dérouler, le début, la fin de cette occultation? Donc, pour vous donner quelques informations au niveau des horaires qui vont avoir lieu donc, chez nous en France, pour le début de l'occultation, donc ça va varier selon la position où vous allez vous situer géographiquement. Par exemple, si je prends Paris, donc le début de l'occultation aura lieu à 7h54. J'ai converti donc les horaires en heure locale, bien évidemment. 7h54 pour Paris, 8h03 pour Strasbourg, 7h42 pour Brest, 7h46 pour Biarritz et 8h02 pour Nice. Et en ce qui concerne donc la fin de cette occultation, eh bien, vous aurez pour Paris 9h11, 9h20 pour Strasbourg, 9h pile pour Brest, 9h08 pour Biarritz et 9h23 pour Nice. Donc vous pouvez constater qu'en fait, selon qu'on se situe dans le nord ou dans le sud de la France, à l'est ou à l'ouest, eh bien, on aura évidemment un petit décalage de quelques minutes. D'accord. Alors, comment on va pouvoir l'observer? Alors, en fait, l'observation peut se faire donc éventuellement à l'œil nu, mais ça va pas être évident parce que même si, bon, la Lune, évidemment, c'est assez facile de l'observer à l'œil nu. Par contre, l'étoile Nunki n'est pas extrêmement brillante. Je vais vous donner quelques petites informations, quelques petites généralités sur Nunki. En fait, la magnitude de l'étoile Nunki est de plus 2,05. Donc, ça fait partie des étoiles assez brillantes dans le ciel, mais c'est vrai que c'est une étoile qui est quand même à la limite de la visibilité, surtout quand on a la pleine, enfin quand on a une lune bien brillante qui se situe juste à côté. Alors Nunki, c'est peut-être une étoile que vous ne connaissez pas ou mal. Nunki, en fait, c'est une étoile qui fait partie de la constellation du Sagittaire. D'ailleurs, le nom complet scientifique de Nunki est en réalité Sigma Sagittarii. Alors, il s'agit en fait de la deuxième étoile la plus lumineuse de la constellation du Sagittaire et elle constitue en fait le haut de la poignée de ce qu'on appelle la théière, puisque effectivement, peut-être que vous le savez déjà, mais la constellation du Sagittaire est un exemple de pareidolie de la nature. Et en fait, on a l'impression, quand on regarde cette constellation d'étoiles, de voir une théière dans le ciel. Voilà. Donc, alors, comment faire? Parce que la Lune à côté, ça ne va pas être évident. On va assister à une occultation. Donc, à un moment donné, l'étoile va disparaître derrière la Lune. En fait, à ce moment-là, donc au moment de l'occultation, la Lune va se trouver en dernier quartier. C'est à chercher évidemment en plein sud. Donc, la Lune est assez basse sur l'horizon, Nunki aussi. Le Sagittaire, c'est une constellation que l'on voit bien sous nos latitudes, mais ça peut être limite, surtout si vous n'avez pas un horizon très dégagé. Alors, sachez que Nunki disparaîtra en fait par le limbe
éclairé de la Lune et réapparaîtra par le côté obscur. Donc, c'est à tenter, comme je le disais, dans la mesure du possible au télescope, de façon à pouvoir suivre le déplacement de l'étoile Nunki jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec la Lune. Ce que je peux vous dire, en tout cas, sur ce genre de phénomène-là, c'est que c'est assez brutal. Hein. L'étoile ne va pas disparaître progressivement. Vous n'allez pas voir une courbe de lumière qui va descendre linéairement. Ça va être assez brutal. On rappelle qu'une étoile, c'est un point lumineux qui est extrêmement lointain et en fait, il n'y a quasiment pas de diamètre apparent. Donc, quand ça passe derrière un objet qui est plus gros, évidemment, ça s'éteint presque instantanément. Ça se rallumera également instantanément, d'ailleurs. D'accord. Merci Mathieu pour toutes ces informations. Nous avons le 22 avril le maximum de la pluie d'étoiles filantes d'Héliride. Donc, Pascal, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors c'est un grand classique, hein, cette pluie d'étoiles filantes d'Héliride. Hein. Donc, on rappelle que cette pluie d'étoiles filantes est associée à la comète C 1861 G1 Thatcher, en fait, qui va tourner autour du Soleil en 415 ans. Donc, et puis qui va effectivement laisser dans son sillage des débris. Et puisque la Terre va à la rencontre de ce sillage plusieurs fois, en fait, hein, c'est pour ça que c'est périodique, hein, chaque année, on peut retrouver le même spectacle. Donc, soit dit en passant, hein, c'est la Terre qui va à la rencontre, hein, et pas l'inverse. Hein. Ce n'est pas cette comète hein, que nous rencontrons. Alors, elle se trouve où? Eh bien, dans la constellation de la Lyre. D'ailleurs, c'est certainement la plus ancienne pluie d'étoiles filantes connue hein, à ce jour. Hein. Alors, son taux horaire zénithal est de 5 à 20 météores par heure, avec le pic notamment le 22 avril. Et puis, ce sont des étoiles un petit peu rapides quand même, hein, ces étoiles filantes. Hein, on parle d'une vitesse de 49, hein, presque 50 km/s. Voilà, alors comment la trouver? Bien, vous avez certainement entendu parler du triangle d'été, donc formé par 3 étoiles, et ça forme pratiquement un triangle isocèle. Ces étoiles, eh bien, vous les connaissez. Hein. Dans la constellation de la Lyre, eh bien, vous retrouvez la plus brillante, Vega. Dans la constellation de l'Aigle, c'est Altaïr. Et dans la constellation du Cygne, Deneb. Alors, je pense que vous connaissez au moins une sur les 3 de ces étoiles, donc facilement repérables donc, pour trouver ce triangle-là. Alors, bien sûr, il est inutile, comme à chaque fois qu'il y a une pluie d'étoiles filantes, eh bien, d'essayer de les voir aux jumelles et au télescope, bien, tout simplement parce que le champ visuel eh bien, est beaucoup trop court et on manquera le spectacle à chaque fois de cette pluie d'étoiles filantes. Alors, juste pour compléter ce que vient de dire Pascal, hein, notamment au niveau du radian, donc le point d'où semble provenir ce jet d'étoiles filantes, cette pluie d'étoiles filantes, eh bien, comme le disait Pascal, ça se trouve dans la Lyre, hein, d'où d'ailleurs le nom Lyride. C'est près de l'étoile Vega. Alors, l'étoile Vega, elle culmine au méridien donc à 6 heures environ. Donc, c'est 6 heures du matin. Donc, c'est le moment idéal pour essayer d'observer cette pluie d'étoiles filantes des Lyrides. Alors, officiellement, évidemment, le radian est dans la constellation d'Hercule, mais comme le radian se situe tout près en fait de Vega de la Lyre, eh bien en fait c'est pour cela que l'on parle plutôt de la constellation des Lyrides. Sachez également que donc 6 heures du matin, ça veut dire que les Lyrides seront favorablement observables en fin de nuit, comme je le disais. Donc qu'on va plutôt essayer de les observer donc en deuxième partie de nuit, même carrément en fin de nuit. Éviter 2 choses lorsqu'on observe une pluie d'étoiles filantes. Déjà, la première, c'est la Lune. Alors, la Lune,
dans quelles conditions est-elle ce jour-là? Eh bien, en fait, on est 2 jours après le premier quartier de lune. Ça veut dire que la lune ne gênera les observations seulement qu'en première partie de nuit. Donc, aucun souci à vous faire pour les Lyrides. Bon, la seule difficulté maintenant qu'il y aura, évidemment, ce sera de se lever de bonne heure. Donc, avantage au lève-tôt, bien évidemment. Et la deuxième chose également qu'il faut prendre en compte, c'est le lever du soleil. Alors, généralement, jusqu'à 1h30, 1 heure avant le lever du soleil, on va voir un ciel qui reste encore très sombre. Mais au-delà, donc on va se rapprocher du lever du soleil, l'aube va commencer à se pointer, la lumière va commencer également à remplir le ciel, et donc on va avoir une dégradation des conditions d'observation pour observer les étoiles filantes. Sachez que les étoiles filantes, même si on parlait du radian tout à l'heure, c'est le point d'où semblent provenir les étoiles filantes, sachez que ce point, c'est un point arbitraire. En réalité, les étoiles filantes vont tomber en pluie, mais traverser le ciel dans son ensemble. Donc, il n'y a pas forcément d'endroit particulier où essayer de chercher les étoiles filantes. En fait, il faut essayer de quadriller le ciel à l'œil nu en entier, dans sa globalité. L'avantage également, c'est que il ne sera pas nécessaire de se faire un torticolis parce que on les verra pas complètement au zénith. Hein. Alors, éventuellement, pour le confort de l'observation, prévoyez peut-être un transat. Oui. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir dit un peu plus sur cette pluie d'étoiles filantes qui sera très intéressante à regarder dans le ciel étoilé. Nous finissons avec le 27, c'est le rapprochement entre la planète Mars et l'amas M35. Alors, que qu'en est-il de cette observation? Comment on va pouvoir l'observer? Voilà, alors effectivement, on va plutôt parler pour chez nous du 26, hein, dans la nuit du 26 au 27. Hein. On rappelle ce qu'est M35, donc Mars, tout le monde connaît, hein. Peut-être un peu moins M35. En fait, c'est un amas ouvert qui est situé dans la constellation des Gémeaux. Elle est composée en fait de plusieurs centaines d'étoiles, dont une bonne partie d'entre elles, au moins peut-être 120, ont une magnitude supérieure à 13. Alors, c'est intéressant de pouvoir prendre une photo alors que Mars va pouvoir se rapprocher au maximum. Alors, malheureusement, dans nos régions, on ne pourra pas le voir à son maximum, mais par contre, le lendemain, donc le 27, eh bien, on verra quand même un rapprochement. Alors, on ne va pas perdre grand-chose, hein, donc, on peut en profiter pour la prendre en photo. Surtout que la taille apparente de M35 est de 25 minutes d'arc, ce qui lui confère une taille à peu près de 19 années-lumière. Donc voilà, c'est suffisamment grand. Et puis, il est possible de la voir pratiquement même à l'œil nu, parce que si on a de bonnes conditions, eh bien, sa magnitude apparente est de 5,1. Alors, c'est peut-être pas très, très facile, mais un œil exercé peut quand même la voir. Donc, l'objectif sera de shooter effectivement ce rapprochement, surtout qu'on a un rapprochement de 0,5 degrés, hein, ce qui correspond à peu près en fait à la taille de la pleine lune. C'est ça. Et donc, juste pour ceux qui auraient du mal éventuellement à repérer la position de cet événement, eh bien, évidemment, si vous savez où se situe Mars dans le ciel, il n'y a aucun problème. Il suffit de pointer Mars avec son instrument et vous tomberez sur M35 assez facilement. Si ce n'est pas le cas, eh bien, déjà, essayez de déterminer où se situe votre horizon ouest. Ensuite, donc, pointez plein ouest
dès le début de nuit, hein. Et là, vous allez voir que Orion, donc la constellation d'Orion, qui est assez facile à distinguer, se couche accompagnée de l'étoile la plus brillante du ciel, qui est Sirius. Alors, juste au-dessus de ces deux objets, donc Orion et Sirius, eh bien, vous avez Mars, la planète Mars, à ne pas confondre avec Aldébaran, qui est une étoile qui va se situer pas très loin au même moment. Les deux étoiles en plus ont une coloration plutôt rouge-orangé, donc attention à pas les confondre. Dans ce cas-là, il y a un moyen très simple de déterminer qui est qui. Aldébaran sera la plus basse sur l'horizon, Mars sera la plus haute sur l'horizon. Donc Mars se situe, comme le disait Pascal à l'instant, au pied de la constellation des Gémeaux, et donc sera flanqué entre de part et d'autre par les étoiles Procyon et Capella, qui font partie respectivement de la constellation du Petit Chien et de la constellation du Cocher. C'est ça. Alors, on peut peut-être se poser une question aussi, Mathieu, c'est que ça va correspondre aussi à une superlune. Alors, est-ce que ça va être gênant? Pas trop, hein, puisque ce sont que des étoiles. Oui, alors bon, M35, c'est un amas ouvert, donc ça fait partie effectivement des objets du ciel profond. Il y a toujours une petite difficulté quand on observe les objets du ciel profond avec la lumière lunaire. Le mieux, évidemment, c'est d'éviter toute pollution lumineuse quand on fait du ciel profond. Bon, là, dans ce cas-ci, on va avoir un petit peu de mal à voir la globalité de l'amas M35. C'est vrai qu'on ne va pas pouvoir le détailler pleinement. Cela dit, on verra les étoiles les plus lumineuses malgré tout. Côté Mars, évidemment, vous vous en doutez, c'est une planète, elle est assez brillante. Peu importe que ce soit à l'œil nu ou au télescope, vous n'aurez aucune difficulté à la voir. Alors, puisqu'on parlait de Mars, j'y reviens rapidement. On parlait du diamètre apparent de M35. Celui de Mars est de l'ordre de la seconde d'arc. Ce n'est pas du tout pareil que M35 qui est de l'ordre de la minute d'arc. Donc, on a évidemment un objet qui est extrêmement petit. Tellement petit que là, aux instruments, vous ne verrez plus grand-chose, hein. C'est vraiment une boule orange, sans détail. Dans quasiment n'importe quel instrument, même les plus gros, vous ne verrez rien. Même la calotte polaire sera très difficile à déterminer. Voilà. Alors, maintenant, si vous voulez faire de la photo de cet événement, sachez que, juste une petite information en passant, donc il y a un cadrage qui est possible à faire au télescope jusqu'à une focale de 1000 mm. Si on a un capteur APS-C, par exemple, au format APS-C. Donc, c'est intéressant à noter. On peut faire de la photo au télescope de cet événement. D'accord. Merci Mathieu de nous en avoir dit plus sur ce rapprochement. Alors voilà, c'est le dernier événement que nous avons commenté pour ce mois-ci. Et donc, on peut passer à la deuxième partie de cette émission et on va tout de suite parler du Soleil. Alors, peut-on faire un résumé de son activité du mois dernier, Mathieu? Alors, on va commencer par le 2. Donc, on va avoir donc un vent solaire qui va forcir, dépassant donc une vitesse de 600 km par seconde, ce qui va enclencher une petite tempête géomagnétique de classe G1, donc c'est des tempêtes géomagnétiques mineures. Et ça va se matérialiser en fait par des aurores boréales dont la visibilité maximale vers le sud s'étendait jusqu'en Écosse. Alors, ce n'est pas la France, mais c'est assez remarquable malgré tout. On a selon l'activité solaire, eh bien, on a des aurores qui peuvent s'étendre parfois très loin vers le sud. Le 3, donc dans le même temps, à peu près, hein, on a deux groupes de taches solaires qui sont présents dans l'hémisphère sud. Alors, rien à craindre. La plus dynamique des deux, eh bien, ne lâche pas d'éruptions supérieures aux classes B et C. On rappelle que des éruptions solaires de classe B et C, ce sont des éruptions solaires mineures, là encore. Donc, on n'a rien à craindre de ce côté-là. Et le 6, donc le 6 mars, terminé, ces deux taches disparaissent. Le 7, l'une des deux tâches précédentes, et c'est là où c'est remarquable, AR 2806,
donc l'une des deux que l'on vient de parler, qui s'était pourtant évanouie, donc peu de temps auparavant, renaît de ses cendres et va même accuser une croissance atteignant jusqu'à 10 fois sa taille de première naissance. Alors, mais ce ne sera qu'un fugace coup d'éclat, puisque évidemment, cette tache disparaîtra très rapidement par la suite. Alors, globalement, donc le vent pour l'équinoxe, on a un courant de vent solaire lancé à 600 km/s qui va secouer de nouveau et fissurer la magnétosphère terrestre pour napper le ciel d'aurore boréale d'une splendide couverture. Alors, globalement, comme je le disais, donc l'activité a été relativement homogène ce mois-ci, avec des taches solaires donc éparses et de petite taille qui sont restées généralement très peu actives. D'accord. Merci pour ce résumé du Soleil, Mathieu. Nous allons pouvoir passer à la visibilité donc, de chaque planète du système solaire. Et tout d'abord, on va commencer par la Lune. Alors, le 4 avril à 10h02, c'est le dernier quartier de la Lune qui sera visible. Le 12 à 2h31, c'est la nouvelle Lune. Le 14 à 17h47, la Lune sera à l'apogée. Le 20 à 6h59, c'est le premier quartier de la Lune qui sera observable. Le 27 à 3h31, c'est la pleine Lune. Et toujours le 27 à 15h24, la Lune est au périgée. Alors, pour ce qui est de Mercure, alors elle va être très difficilement visible peu avant le lever du Soleil au début du mois, et elle deviendra inobservable à partir de la mi-avril, puisque le 19, elle passe en conjonction supérieure avec le Soleil. Vénus sera inobservable tout le mois d'avril. Mars, on pourra l'observer en première partie de nuit. La planète naine Cérès sera inobservable. Pallas, l'astéroïde, sera observable en toute fin de nuit au début du mois et sera observable seul en fin de nuit à la fin du mois, donc un peu plus qu'au début du mois. Junon sera observable en seconde partie de nuit au début du mois et sera observable presque toute la nuit arrivée à la fin du mois. Vesta, on pourra l'observer toute la nuit au début du mois et quasiment toute la nuit à la fin du mois. Jupiter, on pourra l'observer seulement en fin de nuit, tout comme Saturne qui sera observable en fin de nuit. Uranus, alors on pourra l'observer en tout début de soirée au début du mois d'avril et elle deviendra inobservable à la mi-avril et elle sera en conjonction avec le Soleil le 30. Neptune sera inobservable au début du mois et on pourra l'observer à la fin du mois en toute fin de nuit. Et enfin, la planète naine Pluton, eh bien, elle sera observable aux instruments en fin de nuit. Donc, nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Et avant de la clôturer, eh bien, Mathieu, tu vas nous montrer une de ces photos que tu nous as prises. Alors, vers quel horizon nous tournons-nous? Alors, vous vous souvenez peut-être des éphémérides du mois dernier. On avait notamment parlé d'un événement particulier. Il s'agissait une nouvelle fois de la planète Mars qui faisait le show avec l'amas ouvert des Pléiades. Donc, ça se passait le 4 mars précisément. Donc, ce jour-là, malheureusement, le ciel n'était pas de la partie. J'ai pu, malgré tout, photographier l'événement la veille, au soir, donc avec un appareil photo réflexe Canon EOS 1300D sur un trépied qui n'est pas motorisé, donc un trépied standard en photographie. Donc j'ai fait plusieurs poses unitaires, je crois que j'en ai fait en tout une vingtaine, donc avec un ISO de 800 et un temps d'exposition équivalent à une vingtaine de secondes. Donc, en fait, cette photo, eh bien, je l'ai traitée par la suite, ensuite avec des logiciels de traitement. Et
voilà le résultat finalement de ce que j'ai pu prendre. En tout cas, un très bel événement auquel on a pu assister au début du mois de mars. Et cette planète Mars, justement, eh bien, on la retrouvera donc le mois prochain avec l'amas M35 et on aura encore l'occasion de la voir encore un certain temps. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion d'observer Mars, eh bien, c'est le moment de s'y mettre. Vous avez encore quelques mois devant vous parce que oui, Mars, c'est une résistante. C'est une des planètes qui tient le plus longtemps dans le ciel parce qu'elle tourne assez vite autour du Soleil et qu'elle a une orbite qui finalement est à peine supérieure à celle de la Terre. Et donc, eh bien, on assiste à un phénomène de suivi de la part de Mars. Donc, c'est très intéressant à observer. On va encore observer Mars pendant quelques mois. D'accord, ouais, donc en effet, magnifique, hein, Mars. Bon voilà, nous avons terminé cette émission. Donc merci à Pascal et Mathieu pour votre travail. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent régulièrement sur la chaîne. Alors, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux éphémérides et nous parlerons notamment d'une conjonction entre Mercure et les Pléiades et aussi de multiples transits sur Jupiter, donc très intéressant à observer. En tout cas, restez à l'écoute, hein, n'hésitez pas à fouiller sur notre chaîne pour découvrir les contenus qui existent. Et bien, d'ici le mois prochain, eh bien, nous vous souhaitons un bon ciel à tous et à toutes.